Bonjour à toutes et à tous. Une fois par mois sur les ondes de RCF Liège et en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général et sur l'Église en particulier. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la première partie, c'est-à-dire l'actualité du monde. Et pour cette édition de novembre 2019, Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, est avec nous en studio. Bonjour Monseigneur. Bonjour Ralph. La question obligatoire, quels sont les événements d'ordre général ces dernières semaines ou ces derniers mois qui vous ont frappé, que vous avez envie de commenter? Évidemment, cette année, notamment dans le sud de votre diocèse, c'est la commémoration, le 75e anniversaire de la bataille des Ardennes. Est-ce que ça intéresse aussi l'évêque? Oui, vraiment, c'est frappant quand on va du côté de Wem, de Malmedy, de Saint-Vite. On voit combien de destruction il y a eu en 1944 à l'offensive des Ardennes. Les villes et les villages ont été entièrement détruits, bien souvent rasés. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il ne reste souvent que l'un ou l'autre édifice ancien. Tout a dû être reconstruit. L'offensive des Ardennes a été extrêmement dure. C'était en plein hiver, comme vous le savez. Moi, j'ai visité le petit musée à Wem à ce sujet-là, qui est extrêmement bien fait, avec des reconstitutions de toute une série de scènes qui ont pu se passer dans ce cadre-là, à l'endroit même où des militaires belges ont été fusillés par les Allemands, et donc un endroit, je vais dire, dramatique. C'est vraiment important de commémorer ça, et ça se fait au cours de la fin de cette année et au début de l'année prochaine, parce qu'il faut que les générations futures sachent, je dirais, les atrocités que la guerre engendre. Donc c'est un Noël un peu particulier cette année, comme en 1944, où c'était un peu particulier aussi. Il est vrai que c'était donc en pleine période de Noël que ça s'est fait aussi. Et donc les personnes en 1944 ont vécu un Noël vraiment tragique, dramatique et difficile. Et le Noël de cette année-ci, va en effet commémorer ces moments-là difficiles qu'il faut reconnaître, certaines gens dans le monde vivent aussi, peut-être d'une manière moins, on va dire, spectaculaire, mais d'une manière quand même dramatique, puisqu'il y a quand même pas mal de pays du monde où la situation est pénible et difficile. Et donc, s'en rappeler tout spécialement à Noël, c'est important. Alors passons maintenant au Proche-Orient. On en parle souvent ces derniers temps dans les médias, notamment le sort des Kurdes qui sont attaqués par les Turcs, abandonnés par les Américains, etc. Et je crois que vous avez été aussi la semaine passée en Jordanie, où vous avez aussi peut-être rencontré des Kurdes. Oui, effectivement. Donc j'ai fait un pèlerinage en Jordanie et dans la capitale qui est Amman. J'ai donc rencontré au foyer de Caritas toute une série de réfugiés provenant de la Syrie ou de l'Irak et qui sont accueillis actuellement en Jordanie. Il faut reconnaître que la Jordanie est vraiment un pays, je dirais, équilibré, stable, un pays industrieux où on travaille beaucoup, où on fait de très belles routes par exemple, on construit beaucoup. Ils ont accueilli 3 millions de réfugiés syriens et des centaines de milliers d'Irakiens. Moi, j'ai rencontré en particulier des Irakiens qui sont accueillis par Caritas à Amman. Là, dans les locaux de Caritas, ils ont lancé des initiatives de travail et en particulier d'artisanat pour permettre un gagne-pain, pour permettre aussi une réinsertion et éventuellement permettre un départ vers un pays d'accueil. J'étais frappé d'entendre que l'Australie accueillait pas mal de réfugiés irakiens, le Canada aussi, je pense, et donc plusieurs personnes que j'ai vues se préparaient à aller là-bas, où ils ont déjà de la famille. Donc c'est beau de voir qu'il y a des pays qui font vraiment ce travail d'accueil, quoi. Et c'est beau aussi de voir que la Jordanie réalise cet accueil de ces très nombreux voisins qui sont en difficulté. Finalement, l'Europe est un peu frileuse au niveau de l'accueil des... En tout cas, en termes de chiffres, il faut reconnaître que nous sommes beaucoup plus bas et que là-bas, par contre, ils sont très très engagés. Il y a un grand effort qui a été fait. La capitale, Amman, a grandi énormément. La capitale compte maintenant elle-même 3 millions d'habitants. Donc c'est 3 fois Bruxelles. Pour traverser Amman, franchement, il faut plus d'1 heure en bus. Donc voilà, c'est très, très important de voir ça.
On comprend que la Syrie n'est toujours pas calmée. Le nord, en effet, est occupé un peu par les Turcs, tout près de la frontière. Les Kurdes ont été repoussés. Et les chrétiens sont souvent victimes de ces situations. Et la semaine dernière, malheureusement, un prêtre catholique syrien de rite arménien a été tué avec son papa alors qu'il se rendait justement pour dire la messe dans une petite ville là-bas tout près de la frontière, à Kamishli. Et ça me touche beaucoup parce que c'est une ville de laquelle provient un prêtre que nous avons accueilli dans le diocèse de Liège et qui connaît donc très très bien cette région et est d'autant plus affecté que ce sont des personnes qu'il connaît qui sont là-bas pour le moment sous le feu de l'ennemi, quoi. Donc ça veut dire que la situation des chrétiens est plutôt difficile dans tout ça. Vraiment difficile en effet, et les familles ne sont pas du tout motivées pour retourner dans une situation pareille parce qu'elles ne voient pas comment récupérer leur maison et leurs biens, et en plus comment survivre dans une situation de pareille tension, quoi. Faisons peut-être un petit tour du monde aussi, parce que vous avez envie aussi de parler un petit peu des manifestations. On parle beaucoup de Hong Kong, mais il y a des manifestations, notamment de jeunes, un peu à travers le monde. Oui, c'est vraiment frappant. Donc à Hong Kong, il y a des manifestations depuis des mois. Les jeunes veulent sauvegarder la démocratie à Hong Kong. Ils y tiennent énormément, donc les étudiants ont même occupé des locaux. Ils ont été évidemment délogés par les forces de l'ordre. Ils sont soutenus par le cardinal, qui est émérite actuellement, mais qui est un archevêque à Hong Kong extrêmement respecté. J'ai même entendu qu'il chantait des alléluia et des chants religieux pour prier et être motivé pendant ces moments de manifestation. Ce sont surtout les catholiques qui veulent des manifestations non violentes. Voilà, il y a un mouvement là-bas qui est important et je crois qu'il faut soutenir. Et puis j'ai découvert aussi, en parlant avec l'évêque d'Alger il n'y a pas longtemps, je l'ai rencontré à la conférence des évêques de France où j'étais l'invité belge et un peu l'observateur belge. À Alger, il y a d'énormes manifestations contre, je dirais, la confiscation du pouvoir depuis des décennies par le FNL et son représentant jusqu'il y a peu, le président Bouteflika, qui est maintenant décédé, mais qui a des successeurs un peu du même acabit. Et donc là aussi, en Algérie, les jeunes réclament très très fort, je dirais, une démocratie et une liberté, quoi. Et puis il y a aussi des manifestations contre les dictatures, notamment en Amérique latine. Effectivement, j'ai rencontré un prêtre latino-américain et des amis qui sont d'Amérique latine. Ils me font connaître la situation en Bolivie. En Bolivie, le président Evo Morales a dû fuir le pays. Il a perdu les élections, mais il s'accrochait. Le pays est dans une situation presque de banqueroute. Il y a eu une véritable industrie de la corruption à partir de l'utilisation de ressources naturelles, comme le gaz, par exemple. Mais quoique exilé au Mexique, le président continue à avoir une certaine influence sur le pays, et donc le pays est un peu divisé, polarisé. Il y a une nouvelle responsable qui est la vice-présidente du Sénat, mais c'est un pouvoir intérimaire. Donc voilà, en Bolivie, il y a cette situation-là. Il y a eu une situation analogue au Venezuela. Là aussi, le président, autrefois le président Chavez et puis son successeur Maduro, sont contestés. Et il y a des manifestations très très importantes. Il y a d'autres pays où c'est juste l'inverse, où il y a des présidents, on va dire, de droite, qui sont forcés par les manifestations à s'engager dans des négociations sociales. C'est le cas en Colombie, par exemple. Le président Duque, ce 23 novembre, a accepté, après d'immenses manifestations, de réviser les projets sociaux qu'il avait, qui étaient vraiment minimalistes et qui étaient plus dans le sens de l'austérité, et d'aller dans un autre sens, dans un sens plus ouvert au dialogue social. Voilà, donc ce sont de nombreux pays dans le monde où on sent combien la jeunesse bouge et veut s'engager pour plus de justice et plus de démocratie.
Qu'est-ce qui explique ce mouvement? Donc, il y a quelques années, on parlait du printemps arabe. Est-ce que maintenant, il faut parler de l'automne latino-américain? L'Amérique latine, en effet, bouge beaucoup de ce point de vue-là, effectivement. On ne sait pas établir un dénominateur commun à tous ces mouvements. J'ai un peu lu à ce sujet et c'est la réflexion que les observateurs font. Les situations restent assez différentes suivant les pays du monde. Ce qu'on peut peut-être dire quand même, c'est que par l'intermédiaire des médias sociaux, il y a toujours désormais une facilité de communication, de mobilisation, de conscientisation aussi, qu'il n'y avait pas auparavant. Et donc, quand des jeunes sont dans un endroit du monde et subissent des injustices, ils voient qu'à d'autres endroits du monde, on manifeste pour la même raison, contre les injustices, et donc ils se sentent aussi concernés. Et il suffit d'ouvrir son Facebook ou son Twitter ou son Google pour voir ce qui se passe dans le monde, à la limite aux antipodes, à 20 000 km de chez soi. Et donc, il y a certainement un phénomène, je dirais, de communication des consciences, de communication des informations, et donc un certain éclairage des consciences, qui peut bien sûr aussi être utilisé pour le mal. On sait bien que les terroristes utilisent aussi, je dirais, pour la destruction, les moyens comme ça de communication sociale. Par contre, dans les cas qui nous occupent, la mobilisation pour une manifestation se fait désormais plus facilement grâce aux moyens sociaux. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur, pour ce petit tour du monde, au moins quelques sujets que vous avez commentés. C'était la première partie de l'émission Regard d'évêque de novembre 2019, en vidéo comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse, et aussi sur YouTube. Pour nous contacter, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Portez-vous bien et à bientôt.